1971. Et un groupe d'anciens leaders du mouvement étudiant de 1968, quelques responsables syndicaux et des communistes, plus Carlos Fuentes et Octavio Paz, étaient réunis pour considérer la possibilité de créer un nouveau parti politique de gauche. Le parti n'a pas marché, ce qui était assez prévisible. Pour ma part, je me rappelle que j'étais surtout ému de connaître ces deux grands écrivains que j'avais étudiés à l'université quelques années auparavant. Mais plus important encore pour mon travail comme jeune correspondant de médias anglo-saxons, ce soir-là, j'ai découvert que l'identité des écrivains et des intellectuels en Amérique latine était inséparable de leur engagement politique. Dans les années qui ont suivi, j'ai connu assez bien plusieurs autres auteurs emblématiques du fameux boom de la littérature latino-américaine, dont García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar, Ernesto Cardenal, Tomás Eloy Martínez, et plus récemment quelques écrivains de la nouvelle génération, comme par exemple les Colombiens Héctor Abad Faciolince et Juan Gabriel Vázquez. Et tous, d'une manière ou autre, sont obsédés par le drame politique éternel de l'Amérique latine. Mais c'est avec Carlos Fuentes et bien sûr Silvia que j'ai pu construire une relation personnelle et politique qui a marqué ma vie et ma pensée. Donc je vais vous parler ce soir du Carlos que j'ai connu. Comme j'ai pu vous le dire, Carlos était un animal politique. Et en fait, c'est grâce à ma lecture de la mort d'Artemio Cruz à l'université en Angleterre que Carlos m'a fait découvrir pour la première fois les mystères et les complexités de la vie politique mexicaine. Mais le Mexique n'est pas un pays qui se démasque si facilement à distance. Il faut être sur place. Il faut avoir de la patience, énormément de patience. Il faut avoir des amis qui vous guident par les chemins tortueux de son histoire et de sa politique. Moi, j'ai eu la chance inouïe d'avoir Carlos comme cet interprète privilégié. Un écrivain qui était à la fois participant et observateur. Et comme lui-même avait dit là dans ce petit film, qui était insider mais aussi outsider, qui connaissait le Mexique aussi bien que le reste du monde. Néanmoins, quand il était invité en tant que professeur aux États-Unis ou en Angleterre, ses yeux et ses livres demeuraient fixés sur le Mexique. Alors aujourd'hui, mon rôle n'est pas d'analyser ces romans, mais quand même, j'aimerais souligner que la plupart d'eux illuminent le passé, le présent et l'avenir du Mexique et son peuple. Dans ses essais et ses conférences, en revanche, Carlos se concentrait souvent sur les thèmes de la littérature et de la culture, de sa philosophie personnelle et du métier du romancier. C'était plutôt dans ses articles dans les journaux où il parlait de la politique. Mais revenons au Mexique. Dans un pays gouverné par un seul parti entre 1929 et 2000, il était inévitable que les écrivains et les intellectuels aient une relation avec ce qui était connu simplement comme le système. Une relation soit de dissidence, soit de soutien, mais une relation définie par le fait que personne ne pouvait ignorer l'éléphant dans la salle, le pouvoir monopolistique du Parti révolutionnaire institutionnel, le presque éternel PRI. Quand je suis arrivé au Mexique, à peine 30 mois après la répression sanglante du mouvement étudiant par le président Gustavo Díaz Ordaz, son successeur, l'homme qu'il avait choisi, Luis Echeverría, a voulu tourner la page. Il a libéré les prisonniers politiques, il a promis des réformes sociales et il a fait un effort énorme pour gagner la confiance des intellectuels. Carlos était déjà considéré comme un géant de la culture mexicaine et ce fut une grande coup pour Echeverría quand Carlos a accepté de devenir l'ambassadeur du Mexique ici à Paris en 1975. Il faut rappeler qu'il y avait déjà une forte tradition latino-américaine d'envoyer des écrivains comme diplomates.
ce qui était le cas du jeune Octavio Paz en 1945, ou même comme ambassadeurs comme Pablo Neruda, Alejo Carpentier, Miguel Ángel Asturias et plus récemment Jorge Edwards. Carlos était chez lui à Paris à ce moment-là. Et il l'est encore, puisque, comme vous savez, ses cendres reposent dans le cimetière de Montparnasse. Mais, comme nos chers ambassadeurs et amis, Juan Manuel Gómez Robledo, Carlos Icaza, ont découvert, il n'est pas toujours facile de représenter le Mexique à l'extérieur. Et de même que, comme Florence a mentionné, que Octavio Paz avait démissionné de son poste comme ambassadeur du Mexique en Inde en signe de protestation après la répression ordonnée par Díaz Ordaz en 1968, Carlos a lui aussi démissionné en 1977 lorsque le nouveau président José López Portillo a nommé ce même Díaz Ordaz ambassadeur à Madrid. Et avec ce geste politique, Carlos a repris pour toujours ses distances avec le régime. Il y a un autre éléphant dans la salle, cette fois en Amérique latine, Cuba. Et Carlos a également maintenu sa distance avec ce régime-là. Comme beaucoup d'écrivains de la région, il s'est rendu au pays de la révolution castriste de 1959. Mais il n'est jamais retourné après 1962. Et comme il même avait mentionné, avec l'affaire Alberto Padilla, le poète cubain emprisonné en 1971, Carlos s'est uni à plusieurs écrivains, dont Paz, Vargas Llosa, Cortázar, pour protester contre cette répression. Pour Carlos, Cuba avait pris de façon irréversible un chemin qu'il ne pouvait pas accepter. Néanmoins, il comprenait pourquoi la gauche latino-américaine restait fidèle à Fidel. Un jour, il m'a expliqué: nous sommes des enfants de sociétés rigides et ecclésiastiques. Ça, c'est le fardeau de l'Amérique latine, de passer d'une église à une autre, du catholicisme au marxisme, avec tout son dogme et ses rituels. C'est comme ça que nous nous sentons protégés. Il n'ignorait non plus l'impact de l'agressivité des gouvernements américains. De nouveau, je le cite: le jour où les États-Unis arrêteraient ces attaques contre Cuba, il ne serait plus possible que Cuba mobilise l'opinion intellectuelle dans la région. Mais tous les Latino-Américains croient qu'ils doivent rester silencieux pour ne pas aider l'impérialisme. Après la révolution au Nicaragua en 1979, ce scénario s'est répété quand le gouvernement de Ronald Reagan a une fois de plus affiché l'obsession américaine du communisme et a fomenté des contrats pour attaquer le gouvernement et le régime sandiniste. Et de nouveau, Carlos se sentait frustré par la futilité et l'injustice de cette politique. Après une visite à Managua, il a dit: qu'est-ce qu'on peut dire d'un pays qui sort de 45 ans de dictature? Il a échappé à un bain de sang, il a échappé à un leader maximum. Je crois qu'on doit laisser ces pays résoudre leurs problèmes. Je voudrais demander à Reagan: qu'est-ce que vous donne le droit de vous mêler de choses que vous ne comprenez pas? La réponse de Reagan aurait été toujours la même: Cuba. En fait, en 1995, Carlos et García Márquez, qui d'ailleurs est resté très proche de Castro, ont eu l'occasion d'évoquer le boycott américain de l'île avec le président Clinton, à l'occasion d'un déjeuner à Martha's Vineyard, dans la maison de William Styron. Mais malheureusement, cela n'était pas le thème qui intéressait le plus Clinton. Il préférait parler de littérature. Il a fallu attendre encore 20 ans avant que Barack Obama ne rétablisse des relations diplomatiques avec La Havane. Et ni Carlos ni Gabon n'étaient avec nous pour vivre ce moment si attendu. Sans parler de ce qui est arrivé depuis l'arrivée du président Trump. En dépit de cela, Carlos a toujours eu un rôle fondamental en tant qu'interprète de l'Amérique latine aux États-Unis.
D'abord, plusieurs générations d'étudiants américains ont assisté à ces conférences et à ces cours lorsqu'il était professeur en résidence dans une série d'universités prestigieuses dont j'en ai mentionné plusieurs: Brown, Princeton, Columbia, Harvard, Pennsylvania, Dartmouth, Cornell, sans mentionner, comme en anglais, Cambridge. En plus, ce polyglotte parlait couramment l'anglais. Et je peux vous assurer, si on va critiquer le comportement historique des États-Unis à l'égard de l'Amérique latine, on est plus écouté en anglais qu'en espagnol ou en français. Mais pas moins important, quand il parlait ou quand il publiait des éditoriaux dans les journaux américains, il le faisait avec modération et transparence. Dans ce sens, il était un vrai enseignant. Il voulait faire apprendre. En 1990, il a fait cela pour le grand public américain quand il a présenté, en anglais, et également dans une version espagnole, une série de 5 programmes d'1 heure pour la télévision sur la civilisation hispanique. Je l'ai vu à Londres à ce moment-là, où il était en train de compléter le projet. Et il a rappelé que dans sa fameuse série sur la civilisation mondiale dans les années 60, l'historien d'art anglais Kenneth Clark n'a pas mentionné une seule fois l'Espagne ou l'Amérique hispanique. Quand on lui a demandé pourquoi, Clark a répondu qu'il a voulu raconter l'histoire de la civilisation et non celle de l'intolérance. En revanche, dans la série de Carlos, il a montré qu'il fallait voir que l'héritage hispanique allait plus loin que l'autoritarisme politique et religieux pour comprendre ses fortes contributions à la culture occidentale. En fait, j'ai écrit un article au sujet de cette série et je cite de nouveau ces mots. Je veux dire au monde anglo-américain, n'oubliez pas que vous coexistez avec cette culture, qu'elle est à côté de vous. Et je veux dire au public hispanique, nous ne sommes pas isolés. Nous ne sommes pas cachés derrière un mur. Nous appartenons au monde. Carlos avait le droit de parler au nom de la région parce qu'il le connaissait bien. Fils de diplomate, il est né à Panama, comme il a dit, il a vécu en plusieurs pays, dont Équateur, Brésil, Argentine, Chili, ainsi qu'à Washington, avant de rentrer au Mexique pour compléter son éducation. Et si on parle de sa pensée politique, je crois que sa vision globale, née dans sa jeunesse, l'empêchait d'adopter une posture idéologique. Au contraire, c'est un démocrate convaincu qui croyait avec ferveur aux droits de l'homme et de la justice, qui dénonçait en le populiste Hugo Chavez au Venezuela un Mussolini tropical, qui se sentait angoissé par l'extrême violence liée à la guerre narco qui a laissé des dizaines de milliers de morts au Mexique. Mais face aux échecs politiques dans son pays et ailleurs, sa grande source de consolation était surtout la culture latino-américaine. Il voyait la force, l'énergie et l'imagination de cette culture comme salvatrice de la région. Il a toujours encouragé la nouvelle génération de romanciers, mais il ne parlait que des écrivains. Il pensait aussi à ses artistes, ses musiciens, ses danseurs, ses artisans, ses tisseurs, tous ceux qui exprimaient l'originalité de ces peuples. Et c'est pourquoi, au-delà de ses inquiétudes, grâce à sa foi en cette culture, Carlos Fuentes est resté un optimiste obstiné jusqu'à la fin de ses jours. Merci.